L'urbanisation et nouveaux paysages. Au XIXe, on assiste à un déplacement des habitants des campagnes en direction des villes, c'est l'exode rural. Les ruraux viennent trouver en ville les emplois que l'industrie fournit. En retour, l'industrie trouve sa main-d'œuvre et fabrique des outils dont les campagnes ont besoin et qui remplacent peu à peu les hommes. Les villes s'agrandissent, l'urbanisation accompagne l'industrialisation. Le paysage urbain change avec l'apparition de nouveaux faubourgs et de banlieues, avec la construction de gares accueillant les trains à vapeur. Dans les régions minières, les paysages se transforment aussi. Les usines s'installent au plus près des gisements de fer ou de charbon. Autour du charbon naissent des pays noirs dont le paysage est noirci par l'industrialisation liée à cette matière première. Le travail dans les mines est l'un des plus difficiles. Il est cependant symbolique de cette période. Les mineurs travaillent dans des conditions difficiles, le noir. Ils ont une bougie, puis une lampe pour s'éclairer. L'humidité, la chaleur. Dans cet extrait, la lumière provient des projecteurs installés afin de filmer le travail. Le film a été réalisé après la Seconde Guerre mondiale, 50 ans après la période qui nous intéresse. Mais les conditions de travail ont peu changé. Les hommes travaillent à la pioche, à la pelle pour extraire le charbon. Il fait chaud et humide. Des chevaux traquent des wagonnets qui sont ensuite remontés à la surface. Les machines sont présentes, ascenseurs, car les mineurs travaillent parfois à plusieurs centaines de mètres de profondeur, et des pompes afin d'extraire l'eau qui suinte dans les galeries. De nouveaux modes de vie. Avec l'industrialisation, l'emploi dans l'industrie et dans les services devient majoritaire dans la population active. Le nombre d'ouvriers augmente quand celui des paysans diminue. Le travail de la mine ou à l'usine est pénible et mal payé. Les conditions de vie sont très dures. 12-14 heures de travail, des salaires à peine suffisants pour vivre, aucune assurance chômage, vieillesse, accident, et des règlements très stricts qui prévoient le renvoi pour de nombreux cas. Pour l'ouvrier et sa famille, c'est alors la misère. La grève est le moyen d'action principal pour espérer voir leur sort s'améliorer. Parallèlement, la croissance économique profite à la bourgeoisie qui tire sa puissance de l'industrie, mais aussi du commerce ou encore de la banque. Son train de vie et ses priorités sont totalement différentes. Des hauts revenus permettent d'habiter de beaux quartiers et de profiter de moments de loisirs. Des courants de pensée. Le libéralisme et le socialisme. Le courant de pensée libéral, auquel une majorité de la bourgeoisie adhère, est favorable à la défense de la propriété privée et à la liberté d'entreprendre. L'État ne doit pas intervenir dans le domaine économique, car la liberté des acteurs économiques est la condition de l'enrichissement de chacun. Ainsi, les libéraux refusent toute législation permettant de limiter le temps de travail, par exemple, voire même le temps de travail des enfants. Face à lui, les socialistes dénoncent la misère ouvrière en appelant à la lutte des classes et à la prise de pouvoir politique par le prolétariat, classe sociale de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, afin que les richesses soient mieux réparties et que l'égalité entre les individus règne. C'est Karl Marx, dans le manifeste du Parti communiste, qui définit cette théorie qui va avoir un grand succès. Les bouleversements économiques et sociaux liés à l'industrialisation ont menacé la position de l'Église dans la société. Ainsi, la pratique religieuse recule dans le milieu ouvrier. L'Église va alors réagir avec une théorie sociale. Dans son encyclique, lettre adressée aux fidèles, Rerum Novarum, le pape Léon XIII définit la doctrine sociale des catholiques en mettant dos à dos libéralisme et socialisme et en défendant une vision chrétienne des relations entre le patron et l'ouvrier.